Heureux de vous retrouver sur Axe de la vérité après une semaine intense avec la grande conférence annuelle du JNS sur les questions de politique. Nous sommes de retour en studio. Et évidemment, le gros sujet du moment, c'est l'horrible protocole d'accord. Il y a beaucoup à dire sur à quel point ce protocole d'accord est mal avisé et en plus à quel point le négociateur du côté américain, J.D. Vance, est naïf. Avant d'entrer dans le détail, je veux vous montrer les 5 problèmes clés du protocole d'accord à comprendre. Le premier problème, c'est que le régime a réussi à élargir le champ des négociations. C'est une stratégie classique de négociation iranienne. Les États-Unis commencent avec un objectif précis, dans ce cas, le programme nucléaire. Le régime cherche ensuite à transformer une négociation ciblée en une négociation beaucoup plus large. La discussion ne porte plus sur le problème initial, mais sur les sanctions, les marchés de l'énergie, la sécurité régionale, la reconstruction, le Liban. Il s'agit littéralement de tout, sauf de la seule chose sur laquelle la discussion était censée se concentrer au départ. Note à J.D., ce n'est pas une victoire d'obtenir que le régime islamique accepte de négocier alors que leurs marines et leurs forces aériennes ont déjà été anéanties. Le régime sait qu'en élargissant les négociations, les occasions de concession augmentent, ce qui leur permet de manipuler J.D. Vance comme une marionnette. Voici le deuxième problème avec le protocole d'accord. L'administration présente la poursuite des négociations, ayant déjà fait d'importantes concessions en libérant des avoirs gelés et en accordant des dérogations aux sanctions pétrolières. Il présente cela comme un succès en soi, mais les négociations ne sont pas l'objectif. L'objectif était d'empêcher le régime d'acquérir une arme nucléaire. Alors que les États-Unis imposaient un blocus mettant effectivement le régime en faillite, ils ont décidé d'abandonner leur propre levier grâce à la direction de personnes comme J.D. Vance, qui ne comprennent fondamentalement pas ce régime. Vous ne me croyez pas? Regardez par vous-même. Depuis 47 ans, ce pays est une épine dans notre pied. C'est en quelque sorte un cas désespéré pour les administrations démocrates et républicaines. Ce qui est incroyable avec nos récents progrès, c'est que même des hauts dirigeants et responsables du système iranien, y compris du CGRI, commencent à dire « Vous savez quoi ? Nous pouvons ressentir de l'animosité ou de la méfiance, mais admettons que notre façon de traiter avec les États-Unis pendant 47 ans était une erreur. Tentons autre chose. » Nous allons vérifier, mais nous sommes prêts à essayer autre chose s'ils tiennent leurs engagements. Vraiment, J.D.? Car il me semble que les nombreuses attaques du régime contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz cette semaine vont totalement à l'encontre du protocole d'accord et donnent une image bien différente. Ou alors, je ne sais pas. Tu pourrais aussi considérer les nombreuses déclarations insensées des responsables du régime, jurant d'anéantir Israël et même les États-Unis. Ou les propos de ton partenaire de négociation, Mohammad Ghalibaf, qui a affirmé clairement que Trump et sa famille étaient des cibles légitimes d'assassinat. Ou l'Assemblée des experts, qui a réaffirmé hier que le Premier ministre Netanyahou et le président Trump sont des cibles légitimes pour des assassinats. Et c'est cet organisme qui choisit l'ayatollah lui-même. Mais bref, je m'égare. Je veux être très clair. Une négociation qui se poursuit encore pendant 60 jours n'est pas une victoire. Ce sont 60 jours de négociations supplémentaires. Et pourtant, la Maison-Blanche le présente littéralement comme un accord de paix. Peut-être un accord de paix à la Neville Chamberlain, la paix pour notre temps. Qui aurait pensé que quand Trump parlait de reddition sans condition, il parlait de celle des États-Unis? Mais il devait avoir une raison, non? Eh bien, mis à part les élections de mi-mandat et l'idée fantaisiste du public américain selon laquelle la République islamique ne représente pas une menace pour eux, qu'ont reçu les États-Unis en échange de ces concessions, la réouverture temporaire du détroit d'Ormuz, déjà ouvert avant la guerre, et maintenant ils veulent te faire payer pour cela, ce n'est pas une position de force. C'est la position dans laquelle l'autre camp comprend que Washington veut tellement un accord qu'il est prêt à payer pour poursuivre les discussions. Troisièmement, parlons de ce détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz n'était pas le vrai problème, c'était le programme nucléaire. Pourtant, une crise créée par le régime est maintenant considérée comme un atout que le régime peut échanger contre des concessions. C'est exactement comme fonctionne la diplomatie des otages. Vous créez le problème, le rendez coûteux, proposez de réduire ce coût, puis attendez quelque chose en retour. Ce n'est toujours pas une victoire pour les États-Unis. C'est la preuve que la négociation s'est déplacée sur un terrain choisi exclusivement par le régime. Et puis vient le Liban, le 4e point du protocole d'accord, dont l'une des principales exigences est qu'Israël se retire complètement du Liban, sauf qu'Israël ne participe pas à ces négociations et qu'Israël n'est pas celui qui a rompu le cessez-le-feu en premier lieu en ce qui concerne le Liban. Le Hezbollah attaque Israël quotidiennement et Israël agit en légitime défense. N'oublions pas que la présence armée du Hezbollah au Liban constitue en soi une violation du droit international selon les résolutions 1559 et 1701 de l'ONU.
Pourquoi alors les États-Unis garantiraient-ils la survie du Hezbollah au Liban, un groupe terroriste responsable de la mort de centaines de soldats américains? De plus, pourquoi les États-Unis négocient-ils avec le régime islamique au sujet du Liban au juste? Le Liban est un pays souverain et la population supplie plus que jamais d'expulser le Hezbollah. C'est au gouvernement libanais de décider de ce qui se passe à l'intérieur des frontières du Liban, pas au Mollah en Iran. Cet accord amène le gouvernement à considérer le régime, qui colonise et occupe le Liban via le Hezbollah, comme le principal décideur de la sécurité libanaise et israélienne. C'est particulièrement ironique quand on considère que l'un des points de ce protocole d'accord était aussi un engagement des États-Unis à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran. Même alors que les exécutions et les graves violations des droits humains se poursuivent, même après le massacre de plus de 40 000 manifestants iraniens sans aucune conséquence pour le régime, on nous dit que le réseau régional du régime doit être limité. On nous dit que leurs activités déstabilisatrices doivent être arrêtées. Et ensuite, on leur offre une place à la table pour négocier l'avenir d'un autre pays qu'ils sabotent déjà. Ce n'est pas réduire l'influence du régime, c'est capituler devant lui. Et puis, il y a l'argent. L'argent, c'est là que tout déraille vraiment, comme cinquième exemple de ce qui ne va pas du tout avec ce protocole d'accord. Si vous passez outre toute la propagande et la manipulation que nous avons vues de la Maison-Blanche, ce que vous découvrez, c'est un cadre qui ouvre la voie à un allègement économique accru pour un régime qui n'a fondamentalement rien changé à son comportement. Cela inclut les exportations de pétrole, l'allègement des sanctions, le dégel des avoirs, et, plus extraordinaire encore, un cadre de reconstruction qui, selon certaines informations, vaudrait 300 milliards de dollars. C'est une capitulation d'une ampleur jamais vue auparavant, bien pire pour le monde que le JCPOA. Les États-Unis ont prouvé leur volonté d'employer la force contre le régime, qu'ils jugent assez dangereux pour menacer la sécurité internationale. Ils veulent maintenant leur donner accès à la communauté internationale sans aucun changement de régime ni de comportement. La dernière fois, le régime a utilisé les 6 milliards donnés par Barack Obama pour planifier des actions comme le massacre du 7 octobre. Pour clarifier, comme l'ont confirmé plusieurs responsables du régime, encore cette semaine, le régime n'a ni renoncé à son idéologie, ni abandonné son soutien au terrorisme. Au contraire, il continue d'exécuter des dissidents, d'opprimer les femmes, de prendre des otages et de financer des milices alliées. Il n'a pas payé le prix de décennies de violences régionales. Et pourtant, nous discutons maintenant d'un plan de reconstruction de 300 milliards de dollars. Pourquoi? Pour continuer à discuter? Pour rester à la table des négociations? Si ces informations sont effectivement exactes, cela représente l'un des exemples les plus extraordinaires de transfert de moyens de pression des États-Unis directement à la République islamique que nous ayons probablement jamais vu. En fait, c'est pire car il ne s'agit pas que d'argent, mais aussi d'incitation. Pendant des années, les États-Unis ont correctement décrit la République islamique comme un régime responsable d'exécution, de torture, de terrorisme, de répression et d'abus systématiques envers son propre peuple. Rien de tout cela n'a changé, JD. Ce qui a changé, c'est l'empressement désespéré de Washington à obtenir un accord. Quand ce désir devient public, la négociation change car le régime comprend qu'en tenant bon, il peut obtenir un allègement des sanctions, des avantages économiques, une reconnaissance diplomatique et de nouvelles concessions. Et c'est exactement ce que J.D. Vance leur offre, la possibilité de se regrouper, d'obtenir des concessions et de se préparer à de nouveaux conflits. Personne dans l'administration n'affirme vouloir encourager les violations des droits humains, mais la politique étrangère se mesure aux incitations, non aux intentions. Les incitations créées ici devraient alarmer quiconque se soucie du peuple iranien ou des droits humains dans le monde, ce qui nous amène à la question clé du protocole d'accord, la dissuasion. Nous devons discuter du message que ce protocole d'accord envoie aux alliés des États-Unis dans la région, car ceux-ci observent de près tout le processus. Ils observent après que les États-Unis aient créé un rapport de force et lorsque le conflit gêne politiquement les États-Unis. Les États-Unis montrent à leurs alliés du Golfe Persique, ainsi qu'à Taïwan, à l'Ukraine et à toutes les petites démocraties, que lorsque quelque chose devient politiquement gênant pour les États-Unis, leurs valeurs passent à la trappe. Il en est de même pour leur protection de ces États contre des acteurs malveillants comme la République islamique d'Iran. Cela renforce littéralement le pouvoir de dictature comme la Chine et la Russie. Et franchement, cela menace aussi les États-Unis parce que cela prouve à d'autres superpuissances qu'ils n'ont même pas le courage ou la volonté de se défendre eux-mêmes. Après tout, la République islamique infiltre idéologiquement les États-Unis depuis des décennies afin de saper le moral et le tissu social du pays. Apparemment, ils ont réussi, du moins en partie.
Le message que les alliés des États-Unis peuvent tirer de la semaine dernière est profondément préjudiciable. Les États-Unis peuvent lancer une confrontation sur un sujet et finir par faire des concessions sur 10 autres. L'Amérique semble plus attachée au processus de négociation qu'aux objectifs qui justifiaient la négociation à l'origine. Pourquoi un pays ferait-il confiance à l'Amérique si elle agit ainsi? Les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite et Israël sont tous sacrifiés pour un rêve occidental irréaliste de responsables de la Maison-Blanche, compromis comme J.D. Vance et Steve Witkoff, qui croient naïvement que le régime islamique a réellement un intérêt à normaliser ses relations avec le monde. Ce n'est pas la paix par la force, et ce n'est pas la politique étrangère que le président Trump avait promise. Ce n'est certainement pas la norme qu'il appliquait lui-même à ses prédécesseurs. Aucun Américain patriote qui se soucie de l'avenir de l'Amérique ne devrait accepter ce protocole d'accord. Je souhaite approfondir, car il existe un problème idéologique plus profond dont je voudrais parler. Une des idées les plus dangereuses actuellement à la Maison-Blanche est celle-ci. Si la République islamique obtient plus de ressources, d'allègements de sanctions et un meilleur accès aux marchés mondiaux et plus de marge de manœuvre économique, elle finirait d'une manière ou d'une autre par modérer son comportement. La théorie veut que si le régime a plus à perdre, il deviendra plus raisonnable, mais nous avons déjà testé cette théorie. Et le résultat n'a pas été la modération, le résultat a été plus d'argent pour le même régime poursuivant la même idéologie à travers les mêmes réseaux terroristes. Pourquoi la Maison-Blanche s'engage-t-elle dans cette folie en essayant encore une fois la même chose? Pourquoi la Maison-Blanche mène-t-elle une campagne de manipulation que personne ne croit vraiment? Et en plus, en se fiant aux conseils de personnes comme Trita Parsi et Sohag Amari, dont l'un a cofondé le lobby non officiel du régime islamique à Washington, et l'autre qui a passé toute sa carrière à changer d'avis sur ses propres positions, à défendre des antisémites et à accepter de l'argent de George Soros. Parsi lui-même devrait vraiment être expulsé des États-Unis et Amari n'est en réalité qu'un bouffon maladroit qui traîne avec Code Pink et apparemment avec le pédophile condamné Scott Ritter qui est devenu un pantin pro-Poutine. Ces personnes conseillent la Maison-Blanche sur les négociations avec la République islamique. Pas étonnant que le protocole d'accord échoue. Quand on ignore l'histoire, on la répète. J'ai 3 exemples pour l'expliquer, à commencer par le JCPOA. Après le jour de mise en œuvre en 2016, environ 50 milliards de dollars de ressources accessibles ont été remis entre les mains d'un régime qui était déjà le principal État soutenant le terrorisme dans le monde. Sachant qu'une partie de cet argent irait sans doute aux gardiens de la Révolution ou à d'autres groupes terroristes liés au régime. Qu'est-il advenu après cet allègement? Le régime s'est-il modéré? Non, ils ont continué les essais de missiles balistiques. Ils ont continué à soutenir la guerre d'Assad en Syrie, à financer le Hezbollah, à soutenir les Houthis et le Hamas et à développer le même réseau terroriste régional. Tous font désormais semblant de croire que c'est dissociable de la question nucléaire. En 2018, les responsables américains estimaient que le régime fournissait environ 700 millions de dollars par an au Hezbollah à lui seul. Le département d'État a aussi indiqué que le régime versait environ 100 millions de dollars par an à des groupes terroristes palestiniens, dont le Hamas et le Djihad islamique. Cet argent n'a pas modéré le régime. Cet argent a aidé à maintenir le régime et le système qu'ils avaient déjà construit et, de plus, à l'étendre. Rien de tout cela n'a servi à améliorer l'Iran. Le deuxième exemple, c'est la Syrie, car la Syrie montre vraiment quelles sont les priorités du régime lorsqu'il doit choisir entre son propre peuple et son projet révolutionnaire génocidaire. Alors que les Iraniens subissaient inflation, effondrement économique, crise de l'eau et infrastructures dégradées, le régime finançait Assad pour le maintenir au pouvoir. Le département d'État a déclaré que le régime avait dépensé plus de 16 milliards de dollars depuis 2012 pour soutenir Assad et d'autres partenaires et groupes relais en Syrie, en Irak et au Yémen. Certaines estimations récentes sont plus élevées, des analystes ayant suivi les livraisons de pétrole de l'Iran à Assad entre 2013 et 2018 pour plus de 10 milliards de dollars. Ce gouvernement n'est pas démuni de ressources. C'est un gouvernement qui a fait le choix délibéré de dépenser des milliards de dollars pour soutenir un meurtrier de masse à Damas, au lieu de construire un pays fonctionnel pour son propre peuple. Troisième exemple, la diplomatie des otages. En 2016, les États-Unis ont versé au régime un règlement de 1,7 milliard de dollars lié à un ancien contentieux sur des ventes d'armes, dont un paiement initial en espèces de 400 millions de dollars. Au même moment, des otages américains ont été libérés. L'administration Obama a affirmé qu'il s'agissait d'un règlement légal, tout en admettant que l'argent liquide avait servi de levier pour la libération des prisonniers. Puis, en 2023, le régime a de nouveau utilisé la diplomatie des otages pour remettre en jeu 6 milliards de dollars de revenus pétroliers via le Qatar, même si cet argent était officiellement limité à un usage humanitaire.
Le problème n'est pas seulement de savoir si un dollar peut être lié à un terroriste. Le problème, c'est que le régime a compris que les otages constituent un moyen de pression, que ce moyen de pression rapporte de l'argent et que cet argent aide le régime à survivre. C'est pourquoi la théorie actuelle est si absurde. Le régime a déjà montré ce qu'il fait de ses ressources. Quand il a obtenu environ 50 milliards de dollars d'actifs accessibles après le JCPOA, il n'est pas devenu modéré. Quand il avait des milliards à dépenser dans la région, il a choisi le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, Assad, les milices irakiennes, les missiles et les gardiens de la révolution. Quand la prise d'otages permettait d'obtenir des paiements ou l'accès à des fonds gelés, il n'a pas arrêté de prendre des otages. Il a continué à utiliser la même méthode parce que cette méthode fonctionnait. Et peu importe d'où venait l'argent, des contribuables américains ou des avoirs gelés du régime lui-même, car l'argent est fongible. La question pour ceux autour de Trump qui pensent que plus de ressources modérera ce régime est simple. Sur quoi se fondent-ils? Sur quel exemple? Sur quelle année? Quelle concession a produit un meilleur comportement? Le régime ne prend pas l'argent et ne redevient pas normal. Il prend cet argent et exporte la révolution islamique de 79. Il prend cet argent pour créer des groupes armés, se préserver lui-même, tandis que le peuple iranien subit des coupures de courant, la pauvreté, des exécutions et une répression continue. Le problème n'est pas le manque d'argent de la République islamique, mais qu'à chaque fois qu'elle en obtient, elle montre ses vraies priorités. C'est pourquoi il ne faut ni argent liquide, ni avoir débloqué, ni allègement des sanctions, ni nouvelle aide économique pour ce régime. Pour conclure avec le bon, la brute et le truand de cette semaine, en commençant par notre mauvaise histoire pour finir sur une note positive, le mauvais de cette semaine, c'est le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Et pourquoi? Il y a seulement quelques semaines, Bessent affirmait publiquement qu'aucune dérogation ne serait accordée au pétrole iranien, que le blocus fonctionnait et que le régime devrait bientôt arrêter la production. Son message était clair, la pression maximale nuisait au régime et les États-Unis ne voulaient pas l'aider. La semaine dernière, le département du Trésor a totalement changé de direction. Les États-Unis ont accordé une licence générale de 60 jours au régime pour vendre du pétrole brut, des produits pétroliers et pétrochimiques sur le marché international. La licence autorise également les services bancaires, le transport maritime, l'assurance, le transport et d'autres services nécessaires pour faciliter ces ventes et permet même des transactions en dollars américains. Donc, si je comprends bien. En avril, on nous a dit qu'il fallait étouffer les exportations de pétrole du régime, que le blocus fonctionnait et qu'il n'y aurait aucune dérogation. Maintenant, on nous dit que ces mêmes ventes de pétrole, ces mêmes sources de revenus, ces mêmes réseaux de transport maritime, ces mêmes transactions financières sont en fait une bonne idée. Apparemment, le régime est passé du statut de principal soutien étatique du terrorisme dans le monde à celui d'une jeune entreprise en difficulté qui avait simplement besoin d'un meilleur accès aux marchés mondiaux. L'exemption pourrait rapporter près de 10 milliards de dollars au régime en 2 mois seulement. C'est la première fois depuis des décennies que le régime vend du pétrole ouvertement avec l'autorisation des États-Unis et non via des réseaux contournant les sanctions. Honnêtement, je ne sais pas ce qui a changé le plus rapidement, la politique du département du Trésor ou sa mémoire. Pendant ce temps, abordons la partie la plus laide de la semaine. La réaction de certains conseillers et consultants en vue du président sur Internet aux critiques du protocole d'accord. Et ce qui semble être un effort coordonné pour faire taire ces critiques, au cours des 2 dernières semaines, Alex Bruzawitz, Anna Paulina Luna, la membre du Congrès, ainsi que Donald Trump Jr. et d'autres, ont passé énormément de temps à attaquer les personnes qui s'opposent au protocole d'accord de l'administration Trump. Accusant les critiques d'être des bots ou des agents d'influence étrangère, apparemment, la nouvelle règle est que si vous pensez que lever les sanctions pétrolières et donner de l'argent au Mollah ou négocier sur le Liban est une mauvaise idée. Vous n'êtes plus un compatriote américain avec une opinion différente, vous êtes en fait un agent d'un gouvernement étranger. Qui l'aurait cru de toute façon? Fin de semaine dernière, plus de 100 comptes, surtout iraniens et juifs, critiquant J.D. Vance et le protocole d'accord, ont été suspendus. Sur X, pour ce que la plateforme a qualifié de comportement inauthentique. Et est-ce vraiment surprenant que ce scandale soit lié à Alex Bruzawitz, un consultant en réseaux sociaux pour Trump, qui, soit dit en passant, a lui-même des liens avec le Qatar? Et qui était le dernier invité de Tucker Carlson. C'est quelqu'un qui harcèle des comptes juifs sur les réseaux sociaux depuis déjà pas mal de temps, dans une défense plutôt pathétique et superficielle de J.D. Vance. Cela fait des semaines qu'il insinue qu'il existe une sorte d'opération d'influence israélienne néfaste pour saper le protocole d'accord, mais il ne fournit absolument aucune preuve. Puis, lorsqu'on le confronte, il affirme qu'il est contre toute ingérence étrangère, sans fournir la moindre preuve d'un complot israélien ou juif, tout en ignorant commodément le Qatar.
C'est aussi le même petit troll qui a attaqué les républicains ayant démissionné de la Heritage Foundation après les propos antisémites tenus par Kevin Roberts. Et il a même été exfiltré du Moyen-Orient par le Qatar lorsque la guerre a éclaté, aux côtés d'un lobbyiste qatari bien connu. Maintenant, il agit comme si critiquer Trump était quoi? De la trahison? Quelqu'un a passé beaucoup trop de temps avec les Qataris. On ne fait pas ça en Amérique, Alex. Je trouve aussi drôle qu'ils se disent MAGA et pro-Trump, tout en passant dans l'émission de Tucker Carlson et l'appelant son ami, alors que Carlson critique depuis des mois Trump et maintenant le Parti républicain. Mais bien sûr, Alex, Mark Levin est le problème. Ce qui rend toute cette histoire particulièrement absurde, c'est que beaucoup des personnes diffamées par Alex et aussi par Donald Trump Jr. n'étaient pas du tout des bots ou des agents politiques payés. Il s'agissait de journalistes américains, de vétérans américains dans certains cas, d'alliés émiratis, d'experts en sécurité nationale et de commentateurs. Ces personnes ont analysé cet accord et sont arrivées à une conclusion différente de celle de la Maison-Blanche. Buzz Patterson, Stella Escobedo, Eitan Fischberger, Amjad Taha et d'autres personnalités connues, pour n'en nommer que quelques-unes. Pourtant, au lieu de prendre ces énormes critiques comme un signe que, peut-être, ils font quelque chose de mal, ces responsables de Trump répondent en attaquant d'autres Américains et en essayant de les faire taire. Si ce protocole d'accord est si avantageux, ses partisans devraient le défendre avec des faits, sans calomnie, théorie du complot ou test de loyauté. Malheureusement pour Alex, ce n'est pas le cas avec ce protocole d'accord. Si le président avait du bon sens, il renverrait ce fasciste en herbe wokiste de droite et se couperait de ce perdant déloyal. Et maintenant, enfin, pour la bonne nouvelle de cette semaine est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, étant donné que j'ai moi-même de la famille arménienne. Israël a enfin franchi l'étape qui aurait dû être franchie il y a des décennies en reconnaissant officiellement le génocide arménien. Le 28 juin, le gouvernement israélien a voté pour reconnaître le génocide du peuple arménien survenu dans les dernières années de l'Empire ottoman, de 1915 à 1917, après que le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar ait présenté la résolution au gouvernement. Gideon Sa'ar a déclaré après le vote qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut. Environ 1,5 million d'Arméniens chrétiens ont été assassinés, déportés, affamés et chassés de leurs anciennes communautés à partir de 1915. Et pendant plus d'un siècle, la Turquie a continué de nier, de minimiser ou de déformer ce qui s'est passé. Ils ont effacé les archives historiques, ils ont menacé des pays pour avoir reconnu les actes de leurs prédécesseurs, allant parfois jusqu'à l'interdire. Israël, honteusement, a évité la reconnaissance officielle pendant des décennies à cause de sensibilités diplomatiques avec la Turquie, et plus tard aussi en raison de considérations stratégiques impliquant l'Azerbaïdjan. Ces préoccupations étaient réelles, mais elles n'ont jamais justifié que l'État juif refuse de dire à voix haute que le génocide arménien était bel et bien un génocide. Certaines personnes aujourd'hui ont critiqué le gouvernement actuel pour avoir fait cela comme un geste politique contre la Turquie. Et même s'il est vrai que la reconnaissance d'un génocide ne devrait pas être utilisée comme une arme politique, le résultat est incontestablement juste sur le plan moral et il était grand temps. Oui, la Turquie sous Erdogan a passé des années à accuser Israël de génocide, alors que son propre gouvernement refuse toujours de reconnaître le véritable génocide commis contre le peuple arménien. Cette hypocrisie doit être dénoncée, mais cela ne devrait pas concerner uniquement Erdogan ou la Turquie. Il devrait s'agir des Arméniens, y compris de la communauté arménienne ici à Jérusalem, qui ont préservé leur histoire, leur foi et leur mémoire malgré un siècle de déni. En 2026, 32 États membres de l'ONU, dont les États-Unis, le Canada, la Russie et l'Allemagne, ont officiellement reconnu le génocide arménien. Israël aurait dû être parmi les premiers, pas les derniers. Quoi qu'il en soit, j'ai personnellement milité pour cela depuis des années. Donc, la bonne nouvelle de cette semaine, c'est qu'Israël a enfin franchi cette étape morale en reconnaissant le génocide arménien et en condamnant le déni. Nous concluons cette semaine. Je reviens la semaine prochaine avec d'autres histoires de la région. Si vous avez un tuyau pour moi, n'hésitez pas à me contacter sur X, Emily Schrader, ou sur Instagram, Emily in Tel Aviv. À la semaine prochaine ici sur Axis of Truth sur GNS.